Donc suite, du cours sur le chapitre 2, on reprend donc au retour des pirates. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une hausse vraiment de la piraterie à partir des années 2000. Alors, d'abord, quand on parle de pirates, il faut que vous ayez en tête ce que c'est aujourd'hui. Normalement, quand je dis pirate comme ça, quand on pense à pirate, il y a quelque chose comme ça qui va apparaître dans votre imagination. Il faut se défaire de cette image. Ça, c'est une image, bon, alors, certes de fiction, mais surtout datée historiquement. Aujourd'hui, les pirates, quand on parle de pirates, c'est plutôt des groupes qui ressemblent à ça, des groupes armés avec des armes à feu et des bateaux à moteur, etc. Donc, déjà avoir ça en tête, pour bien avoir en tête ce que c'est un pirate, je vous propose de regarder les 5 premières minutes à peu près du reportage de Thalassa sur la piraterie. Enfin, si vous voulez tout regarder, vous pouvez, hein. Donc jusqu'à à peu près 5 minutes, au moment où le militaire français explique le rôle de la France, je mets ça en suggestion et dans la description. Alors plusieurs choses à noter, vous mettez pause mais vous revenez après, plusieurs choses à noter sur ce reportage. D'abord, que font les pirates? Alors, ce qu'on vous explique, c'est qu'ils détournent les bateaux pour récupérer les marchandises et donc les revendre et donc avoir de l'argent. Autre chose qu'ils peuvent également faire, c'est prendre en otage des gens pour demander des rançons. Deux types d'actions possibles. Qui est visé donc par ces actions? Alors, dans le cas où c'est des prises d'otages, c'est des touristes, en général. Dans le cas qui est plus évoqué dans la vidéo où ils détournent des bateaux ou alors ils récupèrent du pétrole en tout cas, ce sont des bateaux qui travaillent pour l'industrie pétrolière ou éventuellement des stations de pompage, des pipelines. Ces entreprises. Donc ce qui est visé, c'est les entreprises comme Shell, British Petroleum ou Total. C'est vraiment ces acteurs-là qui sont visés. Ensuite, autre chose qu'on peut relever dans le documentaire, c'est qu'il y a deux types de pirates. Il y a l'enseignant là, il explique qu'il y a des pêcheurs pirates en Somalie. Donc là, c'est une activité qui est plus une activité de complément. Ce sont des pêcheurs qui ne gagnent pas assez d'argent et qui complètent leur activité par une activité de piraterie. Et d'autre part, là, les pirates qu'on voit, nous, ce sont des pirates, entre guillemets, professionnels, donc dans le golfe de Guinée, là, des pirates professionnels qui en font vraiment leur activité à plein temps, qui sont armés et dangereux, comme il l'explique. Comment, autre chose intéressante, comment est-ce que les pirates justifient leur action? Le chef pirate, là, il nous explique que les compagnies pétrolières, elles créent le chaos, qu'elles sont pas honnêtes, et qu'elles volent les ressources aux habitants de la zone alors que ça devrait leur appartenir. C'est comme ça, en tout cas, qu'il le justifie. Et enfin, dernière chose à aborder, c'est pourquoi est-ce que la France intervient, qu'elle nous explique le militaire là? Bah parce que ce sont des entreprises et des employés français qui sont présents dans la zone. On nous explique que 20% du pétrole français vient de ce golfe de Guinée. Donc c'est un enjeu stratégique pour la France. Alors si on élargit un petit peu et qu'on donne des idées générales, quand on regarde cette carte qui présente un petit peu la piraterie dans le monde, première chose, on peut noter déjà qu'elle se concentre sur 4 zones principales, donc le golfe de Guinée, ça c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, l'Amérique centrale, les mers de Chine, et cette zone là entre le Moyen-Orient et la Corne de l'Afrique. Donc vous pouvez retenir ces différents exemples. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi ces zones-là. Il y a plusieurs caractéristiques qui expliquent qu'il y a des pirates à ces endroits-là. D'abord, ce sont des zones où il y a des pays qui sont peu développés ou, enfin, et ou en conflit. Or, les pirates sont en fait souvent des gens qui sont issus de ces pays et qui sont confrontés à une certaine misère économique, à des grandes difficultés économiques et qui se tournent vers la piraterie pour cette raison. Ça, c'est la première explication de pourquoi c'est dans ces zones-là. Deuxième explication, ce sont en général des pays qui sont peu puissants et qui n'ont donc pas toujours une marine qui est apte à défendre ses eaux. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, que la France intervient, par exemple, dans le golfe de Guinée. Enfin, troisième explication, ce sont des endroits stratégiques. Alors, dans celui qu'on vient de voir là, c'est parce qu'il y a du pétrole. Et les trois autres, en plus des ressources éventuelles, c'est surtout parce que ce sont des lieux de passage. Par rapport à ce qu'on a dit sur les routes maritimes, là vous avez le canal de Panama, là vous avez Hormuz, Bab el-Mandeb, puis la route qui va par Suez, et là vous avez le détroit de Malacca. Donc évidemment il y a énormément de passages, et c'est pour cela que les pirates se concentrent sur ces zones-là.
Et donc, dernière chose à noter pour cette sous-partie, cette menace conduit les pays développés à intervenir pour sécuriser le commerce, ce qui permet aussi au passage d'affirmer sa puissance. Ce sont les États-Unis qui ont les forces navales les plus importantes et qui sont capables d'intervenir n'importe où. Vous avez ici une carte qui montre en fait comment les États-Unis ont divisé un peu les océans en plusieurs zones qui correspondent à leurs différentes flottes. Et donc vous voyez qu'ils sont partout en fait, dans toutes les mers, dans tous les océans, avec une concentration des flottes dans des endroits stratégiques. Par exemple, j'attire votre attention sur le fait que là, il y a une flotte juste entre guillemets pour cette zone qui est assez petite par rapport à d'autres, mais parce qu'elle est particulièrement stratégique, notamment en raison du pétrole. Vous avez néanmoins d'autres pays, et là je vous renvoie à ce qu'on a fait sur l'océan Indien, qui développent des marines de guerre et qui se dotent de bases militaires, donc notamment l'Inde ou la Chine. Voilà en ce qui concerne la piraterie et qui vient terminer cette deuxième partie. Et enfin, troisième et dernière partie, protéger les espaces maritimes face aux menaces environnementales, c'est le troisième grand enjeu du chapitre, et on va commencer par voir quelles sont ces menaces environnementales. Donc là, on va faire une liste, vous pouvez faire des tirets. Le premier aspect, la première menace, c'est le changement climatique qui menace les espaces maritimes. L'exemple qu'on peut prendre typique, c'est l'Arctique. C'est un espace où les conséquences du réchauffement climatique sont très fortes et c'est un espace qui est particulièrement touché, c'est la fonte des glaces. Là, vous avez deux photos de la banquise à la même période de l'année mais à 30 ans d'écart, en 1984 et en 2016, et vous remarquez qu'effectivement la banquise a énormément réduit, la taille de la banquise a énormément réduit entre ces deux dates. Or, le problème de cela, en plus d'un problème pour la faune locale, c'est également le problème de montée des eaux. Comme la glace fond, le niveau des eaux monte et certains endroits, certains pays sont menacés de disparition carrément. Parce que quand vous êtes sur des îles qui sont peu élevées en altitude, bah, le pays risque de disparaître dans un avenir plutôt proche. Vous avez également d'autres problèmes, on parle souvent de celui-là, mais il y en a d'autres, hein. Il y a ce qu'on appelle l'acidification des océans et également une baisse de l'oxygénation des océans qui a des conséquences en fait assez graves sur la biodiversité marine. Un exemple assez marquant de ça, ce sont les coraux. Donc en haut à gauche, je vous ai mis une photo de corail. Donc les coraux sont vivants et ils abritent donc toute une faune et une flore qui les utilisent. Et en bas à droite, vous avez le contraste avec quand les coraux sont morts, donc ils sont tout blanchis et il n'y a plus de vie autour également. Or, c'est de plus en plus fréquent, il y a énormément de coraux qui meurent à cause des problèmes qui se posent dans les océans et dans les mers. Premier problème donc, changement climatique. Deuxième problème, c'est l'épuisement des ressources, qu'elles soient halieutiques. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près un tiers des espèces de poissons qui sont surpêchées, c'est-à-dire qu'on les pêche trop vite par rapport à la vitesse à laquelle ils se renouvellent, ou en hydrocarbures. Vous avez les ressources en hydrocarbures, c'est des énergies fossiles, elles vont se terminer, les stocks sont finis, et donc il y a une pollution assez importante qui se fait pour quelque chose qui n'aura plus lieu d'être au bout d'un moment. L'autre conséquence, donc troisième tiret, ça peut être des catastrophes maritimes du type marée noire. Là pareil, je vous mets une vidéo en suggestion pour aller voir un peu la catastrophe de Deepwater Horizon qui a eu lieu en 2010. Donc cette catastrophe, là je vous ai mis une photo, hein, c'est une plateforme pétrolière qui a pris feu et donc du pétrole s'est déversé massivement dans l'eau. Or, les effets sur l'écosystème sont encore visibles aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le temps court, là vous avez, comme j'ai mis la photo en bas, les oiseaux par exemple qui s'engluent dans le pétrole, évidemment toutes les espèces aquatiques qui sont intoxiquées par ce pétrole, mais même sur le long terme, ça continue à provoquer des effets délétères sur la faune et la flore. Et cette catastrophe n'est pas une catastrophe isolée, je vous mets ici rapidement une carte. Il y a eu plusieurs marées noires au cours de l'histoire. C'est pas l'intégralité ici, hein, c'est les plus graves. Et donc c'est quelque chose qui malheureusement arrive régulièrement et qui pose de gros problèmes environnementaux. Enfin, quatrième problème qu'on peut évoquer au niveau environnemental, ce sont les pollutions diverses, notamment
le plastique. Vous savez peut-être que en fait, une partie du plastique qu'on consomme se retrouve dans les mers et les océans et le problème, c'est qu'avec les courants, ça finit par former d'énormes, zones où il y a du plastique, comme vous voyez sur la photo en haut à gauche là. Il y a un endroit qu'on appelle carrément le continent de plastique dans le Pacifique Nord. Il faut imaginer qu'on a ça là, ce que vous voyez, sur une taille qui fait 3 fois la France. Donc il y a un énorme problème et là encore ça peut poser des problèmes pour la faune et la flore. C'est-à-dire que les poissons ou, même les oiseaux mangent, du plastique en fait, ce qui est très mauvais pour leur santé et par ailleurs pour la santé des êtres humains qui les consomment derrière aussi. Voilà pour les différentes menaces environnementales et il faut donc terminer maintenant le cours en voyant un petit peu quelles sont les mesures qui sont prises pour essayer de lutter contre ces problèmes. L'idée importante vraiment à avoir et à noter, c'est que face à ces menaces, il y a une nécessité de compromis entre d'un côté l'exploitation des richesses et de l'autre côté la protection des espaces maritimes. C'est toujours le problème, il faut trouver un équilibre entre les deux. Alors, qui sont les acteurs qui agissent face à cela? D'abord, vous avez des acteurs supranationaux, c'est-à-dire des regroupements d'États qui peuvent agir. Premier tiret. Par exemple, l'ONU a adopté le principe de protection des océans en 2015, donc un principe général comme quoi il faut absolument essayer de protéger les océans. Autre exemple, le Conseil de l'Arctique, qui est une organisation qui rassemble les pays que vous observez là sur la carte que j'ai mise sur le diaporama. Donc en bleu foncé, ce sont les pays vraiment qui font partie du Conseil de l'Arctique parce qu'ils sont riverains, et en bleu clair, c'est des pays qui sont associés aux discussions. Donc ce conseil est là pour essayer d'aider à la préservation de l'environnement fragile, hein, du coup, du Grand Nord arctique. Par exemple, ils ont interdit la pêche dans certaines zones, pour ne donner qu'un exemple. Donc ça, c'est le premier type d'acteur qui peut agir, les acteurs supranationaux. Deuxièmement, vous avez les actions des États. Et notamment, ça passe par la mise en place d'aires marines protégées, donc qu'on peut abréger AMP. Là, vous avez une carte dans votre manuel qui vous montre ces différentes zones. Ces zones-là correspondent à des zones de protection où les activités humaines sont limitées. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre, hein, sur la planète. Néanmoins, pour remettre les choses en perspective, vous avez ce graphique-là qui nous montre la part qu'occupent ces aires marines. Alors eux, ils font une nuance entre, en plus, le fait qu'il y ait une protection qui peut être soit partielle, soit intégrale. En tout cas, même si on se concentre que sur le chiffre mondial là, qui est en orange, pour prendre en compte pas que la protection totale, mais même quand c'est protégé un peu moins durement, on va dire, on remarque qu'on est à un petit peu moins de 4% en fait. Donc les zones couvertes par les AMP, ça reste quelque chose d'assez faible, malgré tout. Sachant qu'une des demandes de ces associations, c'est que 30% de toute la surface soit recouverte par des aires marines protégées. Donc on est encore, ça augmente, hein, ce graphique permet de voir que ça augmente quand même, c'est une préoccupation qui a vu le jour et qui, du coup, ça augmente, mais ça reste encore assez faible. Et enfin, vous avez un troisième type d'acteurs qui agissent, qui sont les ONG, les organisations non gouvernementales, parmi lesquelles Greenpeace, WWF ou Sea Shepherd. Je vous mets pareil en suggestion une vidéo qui présente un peu des actions de Sea Shepherd, puisque ces ONG, en fait, elles font deux choses. D'une part, elles ont un travail d'information, de communication. Elles essayent de faire prendre conscience aux gens, mais au gouvernement aussi, pour les influencer, ces gouvernements. Mais aussi, ils recourent à l'action directe. Et notamment, Sea Shepherd est connu parce que eux, ils sont connus pour agir de manière très directe en abordant, par exemple, des bateaux de pêche industriels. Donc voilà, vous avez ces trois acteurs qui agissent. Néanmoins, aujourd'hui, hein, il y a encore le nombre de mesures, comme je disais dans le titre, reste encore insuffisant. Les intérêts, on va dire, économiques, dans cet équilibre-là que je vous ai donné entre exploitation des richesses et protection, les intérêts économiques restent encore plus forts et les entreprises, les États ne veulent pas encore changer assez radicalement leur manière de faire. Voilà pour ce chapitre. Vous prenez tout ça en note et je vérifierai ça au prochain cours en présentiel.